Depuis sa création, l'État d'Israël a quasiment toujours été en guerre. Breaking news in the Middle East. The Israeli military says more than 200 fighter jets were involved in the strikes that were aimed at Iran's nuclear sites. Tous les citoyens israéliens, en majorité les hommes, font partie de l'armée. Tsahal est donc l'armée du peuple. Le principal défi auquel un commandant de Tsahal est confronté, c'est l'idée que vous êtes responsable du destin de vos troupes, donc du pays. Israël s'est persuadé que sa sécurité reposait exclusivement sur la puissance de Tsahal. L'État d'Israël a besoin d'une armée. Il a besoin de Tsahal. Mais cette armée ne doit pas être une armée d'occupation. Le Hamas a infligé à Israël sa plus terrible défaite militaire depuis sa création en 1948. Je vois une vidéo où des pick-up Toyota et des hommes armés entrent l'un après l'autre par le portail de notre kibbutz. Et je reçois des messages terrifiants. Les terroristes sont là. Je saigne. Aidez-moi. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. Je vais être très précis, il n'y a pas de soldats en face. Il n'y a que des terroristes. Donc à Gaza, je ne combats pas des humains, je combats le mal. Tsahal est l'armée la plus morale au monde. La morale du judaïsme le dit. Si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le avant. Israël a enfreint l'article 2 de la Convention en commettant des actions qui peuvent être qualifiées d'actes de génocide. Palestinian extremists holding more than 200 hostages. Prime Minister David Ben-Gurion proclaimed the war started on Saturday, the 6th of October. The Israelis have been moving more troops up to the outskirts of Beirut. We are now dealing with an imperial Israel, which is... Radios announced that all reservists should report to their units. Madame la Présidente, éminents membres de la Cour, c'est un honneur de comparaître devant vous au nom de l'État d'Israël. L'État d'Israël est particulièrement conscient des raisons pour lesquelles la Convention sur le génocide a été adoptée. Gravé dans notre mémoire collective, il y a le meurtre systématique de 6 millions de Juifs. Dans le cadre d'un programme prémédité et odieux pour leur extermination totale. Pour certains, la promesse de « plus jamais ça pour personne » n'est qu'un slogan. Pour Israël, c'est la plus haute obligation morale. New York, Friday, May 14th, 1948. The United Nations General Assembly is in special session. The Jewish representatives are waiting for their hour of destiny.
a new nation is being born. In the first Jewish city, Tel Aviv, their first Prime Minister, David Ben-Gurion, proclaims the independent Jewish state. על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. In another part of Israel, an army is in training, the world's youngest. Yesterday, an underground striking force. Today, Israel's Army of Defense. Quand Tsahal est créé par Ben-Gurion le 29 mai 1948, c'est un petit peu un agglomérat très hétéroclite de gens qui sont nés en terre d'Israël, d'Européens qui ont fui l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis aussi des mercenaires étrangers dont un certain nombre viennent du Canada, des États-Unis. Et du coup, l'armée israélienne à ce moment-là ne compte qu'à peu près 80 000 hommes, donc en fait elle est relativement faible. In Israel today, all able-bodied men and women between 18 and 35 are under arms. They will remain so until the threat to the Jewish state is removed and the United Nations decision to create that state has been respected. Je m'appelle Dan Harel. Je suis général de réserve. Je me suis engagé en 1974 et j'ai été chef d'état-major adjoint. Pour se défendre, Israël mobilise chaque garçon et chaque fille à l'âge de 18 ans pour un service militaire qui dure 3 ans. Pendant cette période, ces jeunes Israéliens rendent service à l'État. Et une fois démobilisés, ils restent quand même membres des forces de réserve. Et ils peuvent être appelés à chaque fois qu'Israël est attaqué. L'objectif principal était bien sûr la sécurité. L'État d'Israël est un petit pays, entouré de pays arabes avec des populations beaucoup plus nombreuses. Mais Tsahal avait également un autre intérêt qui s'est révélé avec le temps. These are the first to arrive as free citizens of the new state. Hundreds of thousands more will follow. They are home. A dream of centuries is near fulfillment. Free return to their ancestral land. Après la loi du retour qui confère la possibilité à tous les juifs du monde de venir s'installer en Israël et d'acquérir la nationalité israélienne, finalement Tsahal devient le creuset des nouveaux immigrants. Et ces gens qui ne parlent souvent pas hébreu, qui parlent des langues très différentes, qui ont des cultures radicalement différentes, savent que le passage par Tsahal va leur permettre d'apprendre d'abord la langue hébraïque. En fait, le mode de société d'Israël. Tous ces conscrits vont donc à la fois s'acclimater à ce qu'est Israël et en même temps servir de main-d'œuvre pas chère pour mettre en avant les grands travaux d'organisation, les grands travaux d'infrastructure, l'agriculture, et donc vont contribuer à la mise en place et à l'émergence économique d'Israël. Sights and sounds of war. Israel is under attack from all fronts. The 5 nations of the Arab League, in defiance of the United Nations decision, have declared war on the little republic. The new state is born in fire. Le plan de partage de l'ONU, décidé à la fin novembre 1947, prévoyait la partition de la terre d'Israël et la création de 2 États, un État arabe et un État juif. Je m'appelle Yuri Bar-Joseph, je suis professeur émérite de sciences politiques à l'université de Haïfa.
Les nations arabes et les Palestiniens ont rejeté cette décision. Le conflit est devenu une guerre entre le nouvel État juif et les nations arabes, qui ont immédiatement envahi l'État juif. Troops of the Arab Legion consolidating gains in a Jewish district of Jerusalem, where much of the heaviest fighting in recent days took place. Other scenes show the salvaging or possibly looting of Jewish belongings in the occupied areas of Jerusalem. Surrounded by enemies, with her supply of arms cut off from almost every part of the world, Israel forges its own steel gauntlet for its strong right arm. The tanks and armored trucks start rolling from its own improvised assembly lines. L'armée d'Israël, donc Tsahal, qui vient d'être créée, son principal problème, c'est d'acquérir du matériel de guerre, des munitions. Et là, tous les moyens sont bons pour se ravitailler par la ruse, par les sympathies qu'un certain nombre d'industriels européens et nord-américains vont développer à l'égard de la communauté juive. L'armée de l'air a fait secrètement entrer en Israël 4 avions de chasse qui venaient de Tchécoslovaquie. C'était la version tchèque de l'avion nazi Messerschmitt 109. Je suis le général de division Amir Echel. J'ai été commandant de l'armée de l'air israélienne entre 2012 et 2017. À la fin du mois de mai 1948, le 29 très exactement, ces 4 avions ont décollé d'une base située à moins de 10 km du convoi égyptien. Personne ne savait que nous avions des chasseurs. Ils ont mitraillé et bombardé le convoi égyptien et ils l'ont stoppé. Et Tel Aviv a été sauvé. Sur l'âpre terre de Palestine, enfin le cessez-le-feu va sonner. Déjà, un convoi d'autobus est organisé par la Croix-Rouge internationale pour ramener 85 femmes juives relâchées par les Arabes. La guerre d'indépendance a duré jusqu'en juillet 1949. L'armée égyptienne a finalement été vaincue et l'Égypte a été contrainte de signer l'armistice avec Israël. Comme l'État juif n'a pas perdu de territoire, les accords d'armistice ont été conclus aussi avec le Liban et avec la Syrie. Ce sont des accords qui ont défini les frontières internationales d'Israël, de la Palestine et de la Syrie. À Tel Aviv, pour son premier défilé officiel, Tsahal parade en armée victorieuse. L'État hébreu dispose maintenant de 78% de l'ancienne Palestine, alors que le plan de partage de l'ONU lui en avait octroyé 55%. Israël vivra ainsi, sans nouvelle guerre existentielle, pendant presque 20 ans. Le Caire à la veille de la guerre. Ce premier vendredi de la crise du Moyen-Orient fut peut-être un peu plus fervent que ceux qui l'avaient précédé, car déjà les journaux étaient pleins du mot guerre et appelaient guerre sainte le conflit probable qui allait opposer Israël à l'ensemble du monde arabe. Pendant ce temps, la population manifestait violemment contre l'existence même de l'État d'Israël, qui, depuis 19 ans, a provoqué l'exil de centaines de milliers de Palestiniens. L'objectif, c'est la destruction d'une nation. La guerre des 6 jours était une guerre unique. Il y avait une peur immense qu'Israël disparaisse. Les gens l'ont oublié, mais moi je m'en souviens.
Je m'appelle Matan Vilnaï. J'ai 80 ans. J'ai servi Israël pendant 55 ans, comme parachutiste et commandant dans les parachutistes. Je me souviens de rouler au volant d'une Jeep de l'unité de reconnaissance des parachutistes et d'arriver à Tel Aviv. La ville était déserte et il y avait une terrible atmosphère de désespoir. En ce début de matinée, les hostilités s'engagent. Qui en a pris la responsabilité? Il semble pour l'instant bien difficile de l'établir. Pour le Caire, c'est une agression préméditée des Israéliens. Tel Aviv affirme au contraire n'avoir fait que répondre à une attaque aérienne dirigée contre les principales villes d'Israël. Il faut comprendre que le principal défi auquel un commandant de Tsahal est confronté, c'est l'idée que vous êtes responsable du destin de vos troupes, donc du pays. Plus de 400 avions détruits, avant même d'avoir pu décoller, ont assuré aux Israéliens la maîtrise absolue du ciel, qui allait ensuite leur donner au sol une liberté de manœuvre complète. En 3 jours, l'armée israélienne a conquis tout le Sinaï et toute la Cisjordanie. Elle a détruit l'armée égyptienne et la majeure partie de l'armée jordanienne. Pendant les derniers jours de la guerre, Tsahal s'est aussi emparé du plateau du Golan, en détruisant une grande partie de l'armée syrienne. Militairement, cela reste sans doute la plus grande victoire du XXe siècle, peut-être même de toute l'histoire militaire. Sur tous les fronts, David l'a emporté sur Goliath. Toutes ces progressions s'effectuaient avec un ensemble stupéfiant et sans qu'une résistance vraiment efficace pût s'y opposer. Une fois installé sur les rives du canal de Suez, Israël a développé le sentiment, d'une part, que les Égyptiens étaient faibles et incapables de se mesurer à elle, et que d'autre part, même en cas d'accord de paix, les Égyptiens pourraient un jour remilitariser le Sinaï et alors provoquer une guerre dans des conditions encore plus difficiles. La conclusion était donc que nous devions continuer à maintenir le contrôle sur les frontières conquises et que les Arabes n'auraient d'autre choix que de l'accepter. On pensait que les Arabes nous craignaient et donc qu'il n'y aurait pas de guerre. NBC News presents a special report on the war in the Middle East. The war started on Saturday, the 6th of October. In Israel, it was Yom Kippur, a high holy day. At about 2 o'clock in the afternoon, under cover of heavy artillery barrages, Egyptian troops threw pontoon bridges across the Suez Canal and attacked the Israelis all along the Sinai front. La guerre du Kippour a été une surprise totale. Ça nous est tombé dessus, on n'a rien vu venir. Mais c'est à cause d'une défaillance de notre part. Il ne faut pas se tromper là-dessus. The Sinai is a great sand table. It's hot and flat. Egyptian units ranged along the canal, probing the Israeli defenses. Radios announced that all reservists should report to their units. Israelis mobilized in their customary fashion. With lights flashing, commandeered vehicles of all types carried the troops to war. Nous n'avions pas anticipé que les Égyptiens attaqueraient et nous avons été surpris dans les premiers jours de la guerre. Although casualty figures were not released, the battle from the border to the truce line took a heavy toll. The medical evacuation helicopter was a familiar sight. Le début de la guerre du Kippour fait trembler Tsahal pour la première fois de sa courte existence.
Les services de renseignement militaires avaient pourtant promis aux Israéliens que rien ne pouvait leur échapper. Je suis le général Amos Yadlin. J'ai servi 40 ans dans Tsahal, dont 33 ans comme pilote de chasse. J'ai aussi été le chef de Aman, les services de renseignement militaires, pendant 5 ans. Le rôle principal d'Aman est à la fois d'essayer de percer les secrets de l'ennemi et de résoudre des mystères. Un secret, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir si vous parvenez à percer le coffre-fort de l'ennemi, écouter ses communications ou entrer dans les salles où il prend ses décisions. Un mystère, en revanche, concerne l'avenir et des processus qui n'ont pas encore eu lieu. Par exemple, si l'ennemi envisage d'attaquer mais n'a pas encore décidé quand ni comment, ça c'est un mystère et c'est beaucoup plus difficile à résoudre. En 1973, le mystère que les services de renseignement militaires n'ont pas réussi à percer était la date exacte de l'attaque égyptienne. Le choc de la guerre du Kippour, premier traumatisme de Tsahal, est à l'origine de la doctrine sécuritaire actuelle d'Israël. Nous avons pris une leçon lorsque la technologie soviétique le long du canal de Suez a neutralisé l'armée de l'air israélienne. Depuis, nous avons compris que nous devions maintenir un niveau technologique supérieur à celui de nos ennemis. The Egyptians fought well. They had new anti-tank missiles that the Russians had given them, heat-seeking missiles that destroyed many Israeli tanks. Notre doctrine de sécurité est donc la suivante. Nous avons une infériorité quantitative qu'il faut compenser par la qualité des hommes, des armes et de la technologie. Des Long Tom, canons de 180 mm de fabrication américaine, portée 32 km. Tsahal se rétablit et progresse sur le front du canal de Suez. Elle parvient à encercler une partie de l'armée égyptienne et lui inflige de lourdes pertes. Les parachutistes s'installent dans les anciennes positions de défense égyptiennes le long du canal. De l'autre côté, des centaines de chars égyptiens détruits. Les tanks ont été incendiés l'un après l'autre. Pendant la guerre du Kippour, comme pour la guerre des 6 jours, ce qui a vraiment compté, c'était la force et l'état d'esprit des unités. C'est ça qui a fait la différence. Je le dis tout le temps aux soldats quand je leur parle. Que ce soit à de jeunes officiers ou à des lycéens qui vont bientôt s'engager, je leur dis, c'est vous qui faites la différence. Tsahal a retourné cette guerre qui semblait perdue. Mais le coup fut élevé et Israël en est sorti très affaibli. La guerre du Kippour a brisé le mythe de l'invincibilité de Tsahal. La confiance du peuple juif en son armée vacille. Mais une opération militaire à peine croyable va rendre à Tsahal sa réputation d'efficacité. On the face of it, it sounds almost impossible, something you might read in a trashy novel about World War II. But it did happen. A party of commandos go about rescue hostages from an unfriendly country about 2,500 miles from their own homeland. L'avion a été détourné un dimanche. C'était un avion Air France qui faisait Tel Aviv-Paris. Palestinian extremists hold more than 200 hostages at Uganda's Entebbe Airport. 2 Palästinenser und 2 Deutsche. Die Deutschen gehören zu der Organisation Revolutionäre Zellen, die mit der RAF sympathisiert. The hijackers threatened to kill them unless Israel released their friends held in prison. Je n'avais jamais entendu parler d'Entebbe. À l'époque, je commandais l'unité qui se battait contre l'armée syrienne. J'ai appelé un ami officier qui était responsable des opérations spéciales. Je lui ai dit, « Dan,
Il faut qu'on les sorte d'Entebbe. Il m'a dit, laisse tomber Matane. En fait, il avait déjà demandé et on lui avait répondu qu'il n'y avait rien à faire. C'était impossible d'aller jusque là-bas, mais on a décidé d'insister. Au décollage, on n'avait pas d'autorisation. On a reçu le feu vert à la moitié du vol. Le gouvernement n'arrivait pas à se mettre d'accord. C'est comme ça qu'on a atterri à Entebbe. But in general terms, the main problem was to get to the terrorists with the biggest surprise possible. Sur place, c'est moi qui commandais les soldats. Une unité est rentrée directement dans le terminal. Both the terrorists did fight, and as they were spread all around the building, our people had to fight. L'opération était complexe. Je me souviens qu'un ou deux otages ont été tués parce qu'ils se sont levés. On avait dit à tout le monde de rester à terre, mais ils se sont levés et ils se sont fait tirer dessus. Tout ça en quelques secondes. The speed in which that operation took place found all the terrorists in such a surprise that enabled the battle to be over so fast. Ensuite, on a redécollé. Pendant le vol retour, on a entendu à la radio que le raid d'Entebbe avait été rendu public. Je me suis dit, ça a marché. Tout ça, c'est derrière nous. C'est terminé. Political leaders and editorialists over most of the Western world and some of Asia were delighted with Israel's bold and successful rescue of the civilian hostages in Uganda. The operation was planned and executed by Israel. We are proud of it. Cette opération héroïque, du jamais vue dans la lutte contre le terrorisme, a donné une très bonne image de l'armée israélienne dans le monde. Mais pour plusieurs raisons, ça n'a pas vraiment duré. Up to 75 shells a minute fell on the city, for 10 and 14 hours at a stretch. Death came from the sea, air, and ground. The main task was to wipe out the Palestinians. Even if there were to be 5 Lebanese civilians killed for each Palestinian fighter, they thought it was worth it. The Israelis have been moving more troops up to the outskirts of Beirut today and around the airport, sealing off the PLO in the west of the city. These are now their frontline positions. Lorsqu'Israël a lancé la guerre au Liban, elle l'a appelée paix pour la Galilée. Le but était de pacifier le nord d'Israël. Il y avait un objectif défini, occuper une bande de territoire d'environ 40 km au Liban pour éliminer la menace palestinienne sur le nord d'Israël, particulièrement dans la région de la Galilée. Nachdem die Panzerkeile an den macht- und ratlosen UN-Truppen vorbeigezogen waren, sind sie nach allen Informationen aus dem Libanon in vorher nicht für möglich gehaltener Geschwindigkeit vorgestoßen. What in the world is going on? What's an Israeli army doing here in Beirut? The answer is that we are now dealing with an imperial Israel, which is solving its problems in someone else's country. World opinion be damned. L'objectif d'Israël, en réalité, était de faire de Gemayel, qui était le chef des phalanges chrétiennes, le président du Liban. Et ainsi permettre à Israël de sécuriser sa frontière nord, et donc d'éviter la menace constante de tirs de roquettes sur la Galilée ou d'attaques terroristes.
Die Soldaten, die jetzt an die Front geschickt werden, sind andere. Es sind nicht mehr die Elite-Kampftruppen, die bereits im Einsatz sind. Jetzt kommen Reservisten. Est-ce que vous pensez que c'était une cause juste que de venir jusqu'ici à Beyrouth? Écoutez, je préfère ne pas parler devant les micros. Oui. Ça vaut mieux. Mais là, vous êtes quand même pacifiste, finalement. La plupart des soldats ici sont pacifistes. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, les soldats ont dit « ça suffit ». Nous ne sommes pas prêts à combattre dans cette guerre, car elle est illégitime. Elle n'est pas destinée à protéger l'État d'Israël, mais à imposer un régime plus favorable à Israël. Nous sommes prêts à mourir pour défendre Israël, mais pas pour instaurer un régime chrétien au Liban. Au fur et à mesure que les militaires avancent, ils savent que dans les maisons sur lesquelles ils tirent, il y a encore de rares familles qui sont restées. Je me souviens quand j'étais à Beyrouth. À chaque pause dans les combats, les civils réapparaissaient. Ils ressortaient de leur maison ou d'abris souterrains. Je m'appelle Yair Golan. J'ai servi 38 ans. J'ai commencé comme parachutiste et j'ai fini chef d'état-major adjoint. Les tirs venaient à peine de s'arrêter. Et en quelques minutes, on les voyait là, dans les rues. Et là, vous vous demandez, qui est un terroriste? Qui ne l'est pas? Comment faire la différence? C'est extrêmement difficile. It's really complicated. Today's attack on Beirut outraged many Israelis already uneasy about civilian casualties, and Prime Minister Begin, at a parliamentary session to discuss the war, found himself the subject of extraordinary criticism. 2 communist MPs were forcibly evicted from the chamber. "You're murderers and butchers," this MP shouted at the government benches. "You do not want to hear the truth." Jusqu'à la guerre du Liban, toutes les guerres d'Israël étaient perçues comme des guerres sans autre option. Nous devions combattre pour défendre l'État. Avec la guerre du Liban, c'était la première fois qu'Israël lançait ce que Begin lui-même avait appelé une guerre de choix. Et dès qu'il y a un choix, il n'y a plus de consensus pour déterminer si cette guerre doit être menée ou pas. There's been another horrendous turn of events in the Middle East. Hundreds of men, women, and children, perhaps as many as 1,000 people in all, have been massacred in 2 Palestinian refugee camps in West Beirut. It's terrible. This is the hell of Dante. Ce qu'il s'est passé, c'est que les phalanges de Gemayel sont venus voir Tsahal et ont dit « Nous allons entrer dans les camps de Sabra et Shatila pour les nettoyer. Nous allons expulser les réfugiés palestiniens qui y vivent pour qu'ils ne représentent plus une menace. Et nous allons éliminer les combattants qu'on trouvera. » Tsahal leur a donc permis d'entrer. Mais ce que les phalanges ont fait, c'est un massacre brutal de centaines de réfugiés palestiniens. Tsahal a été perçue comme responsable de ce massacre et d'une certaine manière c'est justifié car elle a permis aux phalanges d'entrer. Israël a donc été perçu comme complice. 10 jours plus tard, l'État hébreu forme une commission d'enquête chargée d'établir le rôle des responsables israéliens dans les massacres de Sabra et Shatila. Ariel Sharon, qui est alors ministre de la Défense, est démis de ses fonctions. Il ne faut pas oublier que les responsables politiques sont au-dessus des militaires. Et d'une certaine façon, ce sont eux qui imposent leurs normes, souvent tordues, à Tsahal. Et c'est un vrai danger pour l'armée. Tout le monde pensait que les beaux tankistes aux yeux bleus ne faisaient que passer. Pour l'instant, les Israéliens s'installent. Les pancartes en hébreu jalonnent les itinéraires militaires.
Les soldats descendent de leurs chars et s'aventurent chez les commerçants, dans les cafés. Ils partiront bien sûr, mais quand? Après quoi? Tsahal restera dans le sud du Liban pendant plus de 20 ans. À la fin des années 80, l'armée israélienne occupe aussi tous les territoires palestiniens, c'est-à-dire la bande de Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Peu à peu, l'occupation devient la question brûlante qui divise les rangs de Tsahal. À moins d'1 kilomètre de la frontière avec la Cisjordanie, dans le kibboutz de Yad Hana, vit le premier soldat israélien à avoir documenté la réalité de l'occupation dans les territoires palestiniens. Je m'appelle Ishaï Schuster, j'ai 78 ans, j'ai servi dans l'armée et dans la réserve. Je suis réalisateur de documentaires. En 1989, Ishaï Schuster filme sa mobilisation dans la ville occupée d'Hébron, en Cisjordanie. Sous la pression de Tsahal et du pouvoir politique de l'époque, le documentaire qu'il fait à partir de ces images n'est pas diffusé à la télévision israélienne. Ça me met hors de moi de voir ce que l'occupation a fait à nos jeunes générations. C'est effrayant que l'armée puisse produire ce genre d'officiers. Après avoir longtemps hésité à me présenter ou à refuser ma mobilisation, j'ai finalement décidé d'y aller pour être avec mes amis. Sauf que cette fois, j'ai pris ma caméra et j'ai filmé ce que j'ai vu. Je voulais montrer ce que l'on ressent sur le terrain, dans ces situations dans lesquelles nos politiciens nous ont jetés. L'État d'Israël a besoin d'une armée. Il a besoin de Tsahal. Mais cette armée ne doit pas être une armée d'occupation. Elle devrait être, comme son nom l'indique, une armée de défense, les forces de défense d'Israël. Mais à l'heure actuelle, c'est l'armée d'occupation d'Israël. Je n'aurais jamais imaginé un jour devenir un soldat d'occupation. Maintenant, m'attendent 23 jours de confrontation avec la population locale d'Hébron. Ça nous dégoûte tous de faire ça. Attraper des gens juste comme ça pour qu'ils effacent des slogans et des drapeaux sur leurs murs. Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils peignent des slogans sur leurs murs, qu'ils peignent des drapeaux sur leurs maisons? La vérité, c'est que la grande majorité de cette population, ce sont des gens ordinaires. Ils veulent juste vivre en paix, bosser, manger, avoir un peu de chaleur chez eux. C'est ça l'essentiel de la population. בחייך. אחרי זה יגידו שאין תקציב ללוי, ואין תקציב לטנקים, ואין תקציב לתחמושת, ואין תקציב לכל מיני דברים. ואנחנו פה, אתה רואה? שומרים עליהם. En fait, sur toutes les périodes de réserve, c'était la première fois que la mission principale était de protéger les colons. C'était vraiment le cœur de notre mission. Alors forcément, ce n'est pas par hasard que je les appelle ordures de colons dans mon film. Ici, sous notre patronage, grandit une génération de fascistes juifs de la pire espèce. Ça me rend malade. לא מגיע להם לחיות. למה? למה הם פועלים נגד המדינה שלהם?
ומה אתה מזהה ערבי? אם אני מזהה ערבי על פי הסירחון שלו. ואם ערבי יהיה מושלם? לא, זה ערבי שהוא מושלם, הוא מסריח תמיד. ערבי הוא מסריח, תמיד אפשר. Le moindre geste stupide peut tout embraser. J'en ai marre. La paix est si lointaine alors qu'elle est à portée de main. Je me sens comme une merde. Je suis désolé, on ne peut pas dire merde à la télé. Mais comment dire ? Je me sens comme un soldat d'occupation. Et même si je ne suis plus dans l'armée depuis des années, ici c'est mon pays. Et mon pays commet des injustices, de grandes injustices. Bethléem, 10h30. Comme tous les jours ou presque, les jeunes provoquent l'affrontement avec l'armée. C'est comme ça dans toutes les bourgades de Cisjordanie et à Gaza. À 5 minutes de là, il y avait au même moment un mort, tué par balle. D'où la fureur et l'abandon de toute prudence de la part des amis de Iyad, le nouveau martyr. La première intifada a éclaté de façon spontanée, après 20 ans d'occupation. À la fin de l'année 1987, par désespoir, la population se soulève, d'abord à Gaza, puis en Cisjordanie. Tsahal n'était pas faite pour affronter des civils, c'était complètement nouveau pour elle. Souvent pris en tenaille, les jeunes soldats ont fait usage de leurs armes quand les gaz lacrymogènes ne suffisaient plus. D'où ce bilan très lourd du début, plusieurs dizaines de morts. Le sang semble appeler le sang. À l'époque, on a développé toutes sortes de moyens et de méthodes pour limiter les dommages collatéraux, comme les balles en plastique, comme les balles en caoutchouc aussi. À l'hôpital de Gaza, dans une chambre de 4 lits, 3 victimes de l'intifada. Une balle en plastique, dans une ruelle très étroite. Au dos. Elle est entrée par le dos et elle est restée dans la poitrine. Ils ne l'ont pas enlevée. Moi, j'avais la petite dans mes bras et je me suis enfuie devant la maison. Les soldats étaient là et ils ont tiré des balles en caoutchouc. On a été touchés toutes les deux. Moi à la main et elle à son œil. Ça s'est passé ici, l'armée était là. Des brutalités contre les femmes, les enfants, quelquefois, non? Normalement, c'est interdit. Mais de toute façon, il y a aussi des femmes très brutales ici. Tu dois comprendre que les femmes ici sont très fortes. Si tu étais dans les rues, tu peux le voir. Tsahal a beaucoup utilisé la force physique, les coups, contre les manifestants, principalement les jeunes. Mais elle n'a pas trouvé de solution réelle, de solution durable au problème. Alors, ce soulèvement a conduit une grande partie de la population israélienne à comprendre qu'on ne réglerait pas le problème palestinien en continuant l'occupation, mais qu'il fallait aller vers des négociations et une solution politique avec les Palestiniens. La solution politique semblait être les accords d'Oslo, signés en 1993, avant une poignée de main historique entre le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, le président de l'Organisation de libération de la Palestine. We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough!
Alors que les négociations de paix progressent, qu'un retrait israélien de Gaza et de Cisjordanie est évoqué, en 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un ultranationaliste israélien. La mort violente du Premier ministre israélien gèle de nouveau le processus de paix avec la Palestine. Un processus qui divise plus que jamais Israël. Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, l'occupation continue. Des accrochages ont eu lieu ici, à Jérusalem-Est, et au nord de Ramallah. Des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres sur les soldats qui ont riposté en tirant des balles caoutchoutées. La deuxième intifada a été d'une violence terrifiante. Au nord de Ramallah, un mort et 60 blessés palestiniens, mais aussi des soldats touchés par les jets de pierre. Il y avait des armes à feu et des combats. C'était complètement différent. Au petit matin, les miliciens du Fatah ont répondu à l'arme automatique sans pouvoir faire face à l'offensive des tanks. Des kamikazes équipés de ceintures d'explosifs entraient dans des bus, dans des centres commerciaux, des cafés, des restaurants. Ils se faisaient exploser et tuer de nombreux Israéliens. Les brigades d'Al-Aqsa issues du Fatah, parti nationaliste laïque de Yasser Arafat, ont adopté les slogans du Hamas, mouvement islamiste. Ils répètent en chœur « Le Coran est notre constitution, le djihad, notre voix ». La seconde intifada fait plus de 1000 morts israéliens et presque 3200 morts palestiniens. Sous la pression de cette extrême violence, le Premier ministre Ariel Sharon annonce qu'il veut mettre fin à l'occupation dans la bande de Gaza. ישראל עוזבת את עזה ואת צפון השומרון לפי החלטות הממשלה והחלטות הכנסת. Cette décision va engendrer de profonds changements au sein de Tsahal. Environ 3 mois avant l'exécution du désengagement, j'ai écrit une lettre au chef d'état-major et au ministre de la Défense. Je leur ai dit que si nous quittions Gaza, les attentats, les attaques des Palestiniens contre Israël ne diminueraient pas. Au contraire, elles augmenteraient. Mais j'ai reçu l'ordre d'évacuer la bande de Gaza et les 22 colonies qui s'y trouvaient. Still singing, still praying. They gathered round the synagogue in Neve Dekalim this morning, still hoping that God would intervene to stop the forced evacuation of the remaining Gaza settlers and protesters. Cette décision a déclenché la colère des colons et des factions de droite plus radicales, parce que la poursuite de l'occupation était un élément central de leur vision politique. These radicals call their fellow Jews Nazis, saying that this operation is a betrayal of the Jewish nation. Le 12 septembre 2005, nous sommes partis. Nous avons fermé les portes et transféré le contrôle de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Pour la communauté des colons, le désengagement est resté une profonde cicatrice. En 2005, on va dire le lobby des religieux et des ultra-religieux se dit en fait il faut s'infiltrer dans l'armée pour occuper des postes clés, pour pouvoir s'opposer à des décisions qui seront contraires à nos intérêts idéologiques. Il n'existe pratiquement aucun pays démocratique au monde où des religieux négocient avec l'armée sur sa politique de déploiement. Je m'appelle Yagil Levy,
Je suis professeur à l'Université ouverte d'Israël. Je dirige le département de l'étude des relations entre société et armée. Ce que nous observons ces 20 dernières années, c'est une augmentation progressive des implantations en Cisjordanie, et c'est précisément l'objectif du parti sioniste religieux, qui tente d'utiliser l'armée pour concrétiser sa vision politique. En Cisjordanie, avec la montée en puissance des religieux au sein de l'armée, la proximité entre Tsahal et les colons israéliens interroge. Je m'appelle Shaul Avdiel. Je suis rabbin auprès des soldats ultra-orthodoxes du bataillon Netza Yehuda. J'habite en Judée-Samarie, dans la localité de Braka. La Judée-Samarie, que certains appellent Cisjordanie, est une région contestée. C'est une terre qui juridiquement n'appartient à aucun État. Celui qui contrôle ce territoire en est le souverain. Israël est donc le souverain en Judée-Samarie. Les personnes qui ne vivent pas en Israël, qui vivent en Europe ou ailleurs, ne comprennent pas notre situation. Ils ne comprennent pas combien nous voulons accomplir notre mission dans ce monde sans chercher à dominer qui que ce soit. Ils nous voient d'un mauvais œil parce qu'il y a des médias qui leur transmettent une vision très partielle des choses. Je m'appelle Joël Carmel, je travaille pour l'association Breaking the Silence, qui est un groupe d'anciens soldats de Tsahal, et on lutte contre l'occupation. Lorsqu'il y a un incident violent de la part des colons, Tsahal n'est pas simplement un arbitre neutre entre les deux camps. Voici à quoi ressemblent ces incidents. Ici, des colons israéliens armés se disputent avec des agriculteurs palestiniens sur la propriété des terres. Et là, cagoulés, des colons israéliens attaquent un village palestinien. Les soldats n'ont pas pour consigne de protéger les Palestiniens. Souvent, en tant que soldats, on a l'impression, parce que c'est l'impression de nos commandants, que notre mission c'est de protéger les Israéliens. Les Israéliens bénéficient des droits accordés aux citoyens de l'État d'Israël, tandis que les Palestiniens sont soumis à un régime militaire. Donc dès le départ, ils n'ont pas les mêmes droits, et en pratique, cela permet aux colons de bénéficier d'une certaine forme d'impunité, et ils en profitent. Ils peuvent attaquer des Palestiniens en sachant que la plupart du temps, il n'y aura aucune conséquence. En gros, si vous êtes un Israélien qui grandit dans la société israélienne, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais rencontré de Palestiniens. Et à 18 ans, vous entrez dans Tsahal, on vous donne un uniforme, on vous donne une arme, et la première fois que vous rencontrez des Palestiniens, ce sera au checkpoint, ou à travers le viseur de votre fusil. Tout ça fait que c'est extrêmement difficile, en particulier pour les jeunes Israéliens, de questionner la situation actuelle. Depuis le début des années 90, la Cisjordanie est administrée par l'autorité palestinienne. Et dans la bande de Gaza, c'est désormais le Hamas qui dirige. Pour l'État hébreu, plus que jamais, Tsahal est un outil crucial de négociation. Vous devez comprendre que la force de notre armée est décisive, pas seulement en temps de guerre, mais aussi lorsqu'on négocie la paix. Je m'appelle Tzipi Livni. J'ai été ministre des Affaires étrangères et chef des négociations de paix. Il est très important que nos ennemis, principalement les Arabes et les Palestiniens, comprennent que nous sommes forts.
qu'ils ne peuvent pas simplement nous frapper, nous tuer ou faire ce qu'ils veulent de nous. Et c'est seulement de cette manière que nous pourrons entrer dans la salle des négociations en position de force. Je me souviens de la réunion sur la question de savoir si l'État palestinien serait démilitarisé. Je leur ai demandé, vous êtes prêts à accepter d'être un État sans armée? Et ils ont répondu, hors de question. C'est une question de dignité et de souveraineté. Tous les États souverains ont une armée. Alors j'ai dit non, c'est pas la question. Prenez l'Égypte, un pays tout à fait respecté dans le monde arabe. Eh bien, ils ont accepté que le Sinaï soit démilitarisé. Vous ne serez pas le seul État au monde à accepter des limitations sur ses forces armées. Un tir de roquette meurtrier du Hamas, puis une opération militaire israélienne mettront définitivement fin aux négociations de 2008. Alors que dans la bande de Gaza, la guerre Israël-Hamas fait rage, Benyamin Netanyahou s'installe durablement au pouvoir. La politique de Netanyahou a été de maintenir le Hamas au pouvoir à Gaza parce que cela offrait à Israël une justification pour ne pas avoir à négocier sur la question d'un État palestinien. Israël a renforcé le pouvoir du Hamas à Gaza. Le Qatar a transféré des fonds au gouvernement du Hamas. Ça lui a permis de payer des salaires, d'assurer le bien-être économique, mais bien sûr aussi de s'armer. The cash deliveries were supposed to help, and pictures in 2018 showed workers lining up to receive $100 bills. An Israeli official defended Netanyahu's decision, telling CNN successive Israeli governments enabled money to go to Gaza, not in order to strengthen Hamas, but to prevent a humanitarian crisis. That's true, but no one else approved it in cash. Former Prime Minister Bennett says that Netanyahu... Nos ennemis ont beaucoup changé avec le temps. Au départ, ce n'étaient que des groupes terroristes qui menaient des attaques ponctuelles. Aujourd'hui, ce sont de vraies armées terroristes. Le Hamas aussi a connu cette évolution. Ils sont passés du stade de terroristes armés de simples fusils AK-47 à celui de forces militaires organisées de grande envergure. Le Hamas est désormais une force militaire. Mais Benyamin Netanyahou en est certain. Le danger est sous contrôle. Israël reste protégé par sa supériorité technologique. Pour faire face à ces menaces, nous avons compris que nous devions renforcer nos défenses grâce à une technologie israélienne. Here, one of the dozen or so Iron Dome batteries sits at the ready to intercept missiles. שלום ילדים, אני טילי, כן, מכיפת ברזל. אני המגן החדש של מדינת ישראל. בואו אני אסביר לכם. זאת מדינת ישראל. בתוך מדינת ישראל יש עוד מדינה, שהיא עדיין לא ממש מדינה, אבל קוראים לה עזה. בעזה יש המון אנשים. הנה, מגיע טיל. אתם מכירים את הרעש הזה? זה נקרא אזעקה. כן, אותו הדבר שמלחיץ את ההורים שלכם. צריך רק להיכנס למרחב המוגן, ואני אעשה את העבודה בשבילכם. תראו. Quand on détecte des roquettes, on analyse leur trajectoire pour identifier celles qui sont dangereuses. On ne les intercepte pas toutes. Celles qui vont finir dans la mer ou dans des zones peu habitées, on les laisse. Et ensuite, c'est un logiciel très sophistiqué qui aide l'opérateur à prendre la décision d'intercepter et à quel moment le faire. Parfois, c'est une question de secondes. 8 secondes, 10 secondes. אני מצויד, אני פשוט מגן עליכם מפני הטילים הללו של החמאס. אוהב אתכם. ביי ביי. C'est une technologie israélienne et les États-Unis nous soutiennent. Le dôme de fer a intercepté des dizaines de milliers de roquettes.
Opérationnel depuis 2011, le dôme de fer a contribué au sentiment de sécurité des Israéliens. Et il a sans doute empêché pendant un temps le conflit israélo-arabe d'escalader dramatiquement. L'autre atout de l'armée israélienne, c'est l'efficacité de ses services de renseignement. Là encore, la technologie serait la meilleure arme de Tsahal. Lorsque j'ai pris la tête des services de renseignement militaires en 2006, je savais que la détection précoce de la guerre ne suffisait plus. Il fallait aussi savoir gagner la guerre. J'ai fait en sorte que nous puissions fournir à quiconque appuie sur la gâchette des cibles qui, une fois touchées, permettent de remporter la victoire. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé avec le Hezbollah en septembre 2024. Breaking news from the Middle East because hundreds of Hezbollah fighters have been injured by their communication devices exploding. A pager in his bag or on his belt has exploded. CCTV from another shop shows a man check his pager before it too blows up at his side. Scenes like this playing out hundreds of times across Lebanon within the space of an hour. Derrière l'attaque des beepers se cacherait notamment l'unité la plus prestigieuse, la plus secrète, et celle qui compterait le plus de soldats au sein du renseignement militaire, l'unité 8200. En fait, 8200, c'est très large. C'est-à-dire que vous avez des personnes dans 8200 qui vont plutôt mettre sur pied des nouveaux algorithmes en faisant du croisement de données. Je m'appelle Amélie Ferret, je suis chercheuse à l'Institut français des relations internationales et responsable du laboratoire de recherche sur la défense. 8200, c'est aussi des officiers plus classiques de renseignement qui en fait sont recrutés parce qu'ils ont une très bonne connaissance de la langue arabe et qui vont faire de l'analyse, de conversation, etc. Elles ont 12 ans, mais ces collégiennes parlent déjà, comme des ingénieurs en informatique. Allez, on imprime le circuit intégré. L'armée israélienne, elle bénéficie d'un système de recrutement et d'identification des talents pour ses services de renseignement qui est extrêmement intégré avec le système de l'éducation nationale. Dès le lycée, ces élèves sont capables d'écrire des logiciels complexes. Ils maîtrisent la technologie de la reconnaissance visuelle. Ils ont le niveau d'ingénieur informatique professionnel. With Waze, you always get the fastest route, based on real-time traffic shared by millions of fellow Wazers. Waze, ça a été développé justement dans l'unité 8200 pour la logistique militaire, notamment en Cisjordanie, avoir une compréhension en direct du trafic. And when you're meeting others, simply send your ETA to inform on your arrival. Et c'est un bon exemple de la manière dont des recrues de ces unités peuvent ensuite faire fructifier leurs connaissances et ce qu'ils ont développé au sein des armées pour les armées dans le monde civil. Israël est très novateur dans l'utilisation des données personnelles à des fins militaires. Mais ils arrivent justement à être novateurs parce qu'il y a un système de surveillance de masse qui est imposé aux Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, puisque toutes les communications palestiniennes passent en fait au niveau du réseau par des points en Israël, ce qui fait que l'industrie de défense israélienne peut ensuite aller vendre des programmes qui sont ce qu'on appelle combat proven, c'est-à-dire qui ont comme argument de vente le fait que c'est des technologies qui ont vraiment été utilisées et déployées à grande échelle, là où d'autres industriels occidentaux, par exemple, ne pourraient pas vendre ce type de technologie. Ces jeunes femmes connaissent chaque pierre, chaque recoin du terrain qu'elles surveillent sans arrêt. La surveillance des Palestiniens est systématique et constante, particulièrement aux frontières du pays. Ce devait être l'une des clés de la sécurité d'Israël. Ici, 3 personnes sont cachées dans les buissons. Elles sont passées entre 2 de nos positions avancées, Gladiola et Astra. Un drone qui procède au tir.
Leur commando est éliminé. Visiblement, ils avaient avec eux une grosse quantité d'explosifs et d'armes, comme des kalachnikovs et des grenades. Il est clair que ces hommes sont entrés en Israël pour y mener un attentat. Israël possède une communauté du renseignement exceptionnelle. Mais dans son histoire, elle compte 2 grands échecs. Le premier, c'est la guerre de Kippour, où elle n'a pas donné l'alerte pour signaler l'attaque des Égyptiens et des Syriens. Le second échec s'est produit exactement 50 ans et 1 jour plus tard, le 7 octobre 2023, quand les renseignements n'ont donné aucune alerte sur l'attaque imminente du Hamas. L'échec du 7 octobre se divise en 3 aspects. Il y a l'échec du renseignement, qui a estimé que le Hamas ne lancerait pas d'attaque contre Israël parce que le rapport de force ne jouait pas en sa faveur. Mais le renseignement n'avait pas compris que la pensée du Hamas était une pensée djihadiste. Ensuite, il y a l'erreur de l'armée. Elle pensait qu'elle recevrait une alerte des services de renseignement, et donc elle ne s'est pas préparée à une attaque surprise. Et enfin, il y a l'échec politique, qui réside dans le soutien accordé au Hamas plutôt qu'à l'autorité palestinienne. Vers 6h30 du matin, ma femme me réveille en me donnant des coups de coude. Je m'appelle Yonatan Shamriz, je vivais dans le kibboutz de Kfar Aza. J'entends des sirènes, des roquettes, des sifflements. Je regarde un groupe WhatsApp et sur une vidéo, je vois des pick-up Toyota avec des hommes armés qui entrent l'un après l'autre par la porte d'un kibboutz. Je zoome et je réalise que c'est la porte de notre kibboutz, Kfar Aza. Je prends ma fille et on va tous dans la pièce sécurisée. Pendant ce temps, je recevais des messages dans le groupe WhatsApp du kibboutz. C'était des gens qui... Des messages comme « Les terroristes sont ici. Ils sont à côté de moi. Ils tirent. Ils m'ont touché. Je saigne. Aidez-moi. » À 10h, Alon, mon frère, m'envoie un message pour me dire que des terroristes entrent chez lui. J'étais persuadé qu'à partir du moment où ils entraient chez quelqu'un, cette personne était morte. Alors je lui écris « Je t'aime, sois fort ». Et il me répond avec un emoji en forme de cœur. C'est la dernière fois que j'ai parlé à Alon. These soldiers have recaptured Kfar Aza for 48 hours held by Hamas gunmen. Nous avons été évacués à 3h du matin. 10 jours plus tard, on nous a annoncé qu'Alon avait été enlevé et qu'il était vivant. Hamas terrorists invaded Israel's border by land, air, and sea, kidnapping over 100, now holding them hostage inside Gaza. Right now, I think they're going to go in and do what they can to rescue these hostages. Mais le 15 décembre, on nous annonce la mort d'Alon. Il a été tué lors d'une opération de l'armée. The Israeli troops accidentally shot and killed 3 hostages in Gaza. 26-year-old Alon Shamriz, a computer engineering student. They mistakenly killed him and 2 others who were taken hostage during that October 7th attack. It is not clear right now how the 3 men got away from Hamas, if they somehow escaped. Les militaires nous ont dit qu'il avait été emmené par ses ravisseurs par un tunnel dans la résidence d'un haut responsable du Hamas. Et par hasard, une unité de Tsahal a décidé de fouiller cette maison. Ils nous ont fait écouter un enregistrement. On entend des cris en arabe, puis des coups de feu, puis les cris de mon frère et de Yotam.
Et là, on entend mon frère crier en hébreu avec 2 autres otages. Et puis, encore des tirs, puis des cris, puis à nouveau des tirs et des cris, plusieurs fois. Et finalement, les soldats se retirent de la maison. En fait, un soldat avait entendu les cris, et il l'avait dit à son commandant, mais il pensait que c'était un piège. Mon frère et les autres sont finalement sortis tout seuls, et ils ont commencé à marcher. Ils ont fabriqué un drapeau blanc avec leurs vêtements. Ils se sont approchés d'une position de Tzal. Mais les soldats ont ouvert le feu, et ils ont tué Alon et un autre otage. Le troisième a réussi à s'échapper. Ils lui ont crié de revenir et de se rendre pour ne pas être abattu. Il est revenu, et ils l'ont tué aussi. The IDF says it has deep remorse for the incident and that immediate lessons have been learned and are being passed on to troops in the field. אתה רואה שני אנשים, הם לא מאיימים עליך, הם לא עם נשק, הם עם ידיים למעלה, הם בלי חולצות. קח 2 שניות. ובואו, אני רוצה להגיד לכם משהו לא פחות חשוב. ואם זה 2 עזתים עם דגל לבן שיוצאים להיכנע, מה, אנחנו יורים בהם? בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. זה לא צה"ל, תקשיבו. אני אומר לכם. Je voulais faire confiance à Tzal. Je me disais qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Mais on tire sur des personnes qui brandissent un drapeau blanc. Ça montre que l'armée est compartimentée, dysfonctionnelle, pas professionnelle. Et de là naît le chaos. Juste après le 7 octobre, les règles pour ouvrir le feu étaient très flexibles. Elles étaient encore plus flexibles lorsqu'elles étaient interprétées sur le terrain par les soldats. La première fois qu'on est entré à Gaza, c'était d'abord une longue marche, très tôt le matin. Un silence total, personne ne parlait. Tout le monde avait son arme chargée. Je m'appelle Moshe. J'ai 24 ans. J'ai servi à Gaza pendant presque 6 mois. Depuis la première rangée de maisons qu'on a vue, 3 terroristes ont essayé de se battre. Mais un de nos drones, qu'on appelle le Zik, leur a tiré un missile et a détruit leur position. Je vais être très précis, il n'y a pas de soldats en face. Il n'y a que des terroristes. Donc à Gaza, je ne combats pas des humains, je combats le mal. Nous faisons tout pour ne pas blesser des innocents. Quand nous devons détruire, par exemple, un immeuble, et que cela implique de tuer des femmes et des enfants, ce n'est pas juste. Mais la responsabilité, c'est celle du Hamas, pas celle d'Israël, pas celle de Tzahal. Nous, on fait un travail sacré. Tzahal est l'armée la plus morale au monde. Nous ne voulons détruire ni la population de Gaza, ni les personnes qui ne nous attaquent pas. Mais la morale du judaïsme le dit. Si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le avant. Cette guerre est la guerre la plus juste qui existe dans le monde. The International Criminal Court has just issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Israeli Defense Minister Yoav Gallant, accusing them of war crimes in Gaza. Je m'appelle Milena Ansari. Je suis responsable de la zone Israël-Palestine pour Human Rights Watch. Je suis avocate et palestinienne.
Quand on parle de crimes de guerre, on parle de violation du droit international humanitaire, c'est-à-dire les lois de la guerre. Pour être très précise, je vais parler d'une attaque israélienne contre un immeuble de 6 étages dans le centre de Gaza, le 31 octobre 2023. Cet immeuble s'appelait l'immeuble des ingénieurs. Le nombre estimé de Palestiniens tués lors de cette frappe est d'au moins 106 civils, dont 54 enfants. Aucune des personnes qui étaient dans le bâtiment n'a reçu d'avertissement. Et aucune des personnes que nous avons interrogées n'a mentionné la présence de personnel militaire ou de Palestiniens armés. Il n'y avait même aucune arme dans cette zone, ni aucune preuve de l'existence de tunnels sous le bâtiment. Pour justifier ces frappes, l'armée israélienne convoque parfois la presse et montre des armes cachées par le Hamas dans certains immeubles de Gaza. Mais pour l'immeuble des ingénieurs, comme souvent, Tzahal n'a donné aucune explication. Une certitude, il n'y a pas de hasard. Chaque frappe est minutieusement préparée. Tzahal est capable d'être extrêmement précise, comme lorsqu'elle vise des scientifiques du programme nucléaire iranien à Téhéran. Mais l'armée israélienne peut aussi décider de faire énormément de dégâts, comme dans la bande de Gaza. Il existe des règles d'engagement définies par l'état-major. Cela signifie que vous pouvez attaquer si, bien sûr, vous avez une cible. Et vous pouvez éventuellement blesser un certain nombre de personnes. Il y a des sortes de paliers. Ce nombre peut être plus ou moins élevé. Et c'est en fonction de la situation. Il existe des principes clairs et établis qui déterminent quand on a le droit d'attaquer. Il faut notamment respecter les principes de la précaution et de la proportionnalité. Même dans les cas où des groupes armés palestiniens se trouvent dans une zone et qu'Israël souhaite attaquer cette zone comme cible militaire, le principe de proportionnalité doit s'appliquer. Comment l'armée israélienne applique-t-elle le principe de proportionnalité lors de ses frappes? Combien de civils est-elle prête à tuer pour éliminer un membre du Hamas? Pour répondre à ces questions, Tzahal ne nous a accordé qu'une interview à distance. Il n'y a pas de chiffre général. Chaque cas est examiné individuellement. Une équipe analyse chaque cible, évalue la menace que cette cible représente, examine la légalité de la frappe. Il n'existe aucun ratio prédéfini. S'il n'y a pas de ratio, il n'y a pas de limite. Vous dites qu'il n'y a aucune limite? Non, il y a de nombreuses limites. Il y a de nombreuses restrictions. Vous m'avez demandé s'il existe une limite prédéfinie ou un ratio précis pour les cibles. Et il n'y en a pas. Chaque frappe, chaque cible est examinée par de nombreuses personnes, des officiers formés pour cela, des experts qui évaluent la situation et déterminent les limites spécifiques à cette cible. Nous faisons tout pour que la population civile ne soit pas impliquée dans la guerre. Le Hamas, c'est exactement l'inverse. Ils n'ont pas d'uniforme, ils se mêlent à la population, dans les maisons, les hôpitaux, les écoles, les mosquées, et c'est de là qu'ils combattent. Et vous pouvez nous dire quel a été le ratio le plus élevé pratiqué à Gaza depuis le 7 octobre? Je dois vérifier. Je ne le connais pas par cœur. Chaque cible est différente. Tzahal ne nous communiquera jamais ce chiffre.
Selon le magazine d'investigation israélo-palestinien 972, l'armée israélienne serait prête à sacrifier plus de 100 civils gazaouis pour l'assassinat d'un seul commandant du Hamas. On ouvre ce journal par l'Afrique du Sud qui accuse Israël d'actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Une accusation déposée devant la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies. Israël a rejeté. L'Afrique du Sud soutient qu'Israël a enfreint l'article 2 de la Convention en commettant des actions qui relèvent de la définition du génocide. Ces actes sont confirmés par des sources fiables, notamment par l'ONU. Je m'appelle Navi Pillay. Je suis la présidente de la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur Israël et la Palestine. Israël répète constamment qu'il ne fait que se défendre. Si vous vous défendez contre une attaque comme celle du 7 octobre, pourquoi viser des cliniques de fertilité où se trouvent des embryons ? Cela porte à croire qu'il y a une intention de détruire ce groupe, de s'attaquer à sa capacité de procréation. Et il n'y aura plus de population palestinienne si les femmes ne tombent pas enceintes et ne donnent pas naissance à leurs enfants, surtout si elles n'ont plus accès à ces cliniques pour les aider. On appelle ça de la violence reproductive. La violence reproductive infligée par Israël aux femmes palestiniennes, aux nouveau-nés, aux nourrissons et aux enfants pourrait être qualifiée d'acte de génocide selon l'article 2 de la Convention sur le génocide. Notamment car il s'agit de mesures visant à empêcher les naissances au sein d'un groupe. J'étais l'un des 3 juges qui ont rendu le tout premier jugement sur un génocide au Rwanda. Il faut comprendre que pour qualifier un acte de génocide, il doit y avoir une intention spéciale. On peut avoir l'intention de tuer, de massacrer, de torturer, mais il faut aussi avoir l'intention de détruire tout ou une partie du groupe visé. Les dirigeants politiques israéliens, les commandants militaires et les personnes occupant des postes officiels ont systématiquement et explicitement déclaré leurs intentions génocidaires. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. بدي احكي شيء واحد. حركة حماس فتحت أبواب جهنم على قطاع غزة. حماس أخذت القرار وحماس راح تتحمل المسؤولية وثمن أعمالها. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. L'intention génocidaire derrière ces déclarations n'a pas été ambiguë pour les soldats israéliens sur le terrain. Ils ont été enregistrés par des journalistes alors qu'ils chantaient « Nous connaissons notre devise, personne n'est innocent ». Le requérant a malheureusement présenté à la Cour une image factuelle et juridique profondément déformée. L'élément clé du génocide, l'intention de détruire un peuple en totalité ou en partie, fait totalement défaut. Le Hamas a systématiquement construit des installations terroristes situées dans des maisons, des mosquées, des centres de l'ONU, des écoles, et peut-être le plus choquant, dans des hôpitaux.
a tunnel running directly under what the Israelis call the Qatari wing of the Al-Shifa complex. J'ai travaillé au Rwanda au moment du génocide en 1994. Gaza, c'est bien pire que ce que j'ai vu là-bas. Je m'appelle Nizam Mahmoud, j'ai été professeur de chirurgie à Londres. J'ai travaillé à l'hôpital Nasser à Gaza d'août à septembre 2024. Nous avions une ou deux grandes vagues de victimes par jour. Ça veut dire qu'on avait 10 à 20 morts et 20 à 40 blessés graves. La majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. C'était 60 à 70% des personnes. Nous avons vu plusieurs enfants avec une seule balle dans la tête, une seule balle dans la poitrine. Ça montre qu'ils étaient ciblés. Et ça a été constaté et documenté par de nombreux professionnels de santé. Quand j'étais là-bas, on lisait dans les médias des descriptions faisant état de 10 morts, 50 morts. Et nous savions que dans notre seul hôpital, nous avions reçu plus de morts que ce qui était rapporté. Donc je pense que les chiffres sont sous-estimés. Au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de la Défense, au chef d'état-major, au ministre du gouvernement, nous, soldats de réserve et d'active, hommes et femmes, officiers et soldats, déclarons par la présente que nous ne pouvons pas continuer dans de telles conditions. Pour certains d'entre nous, la ligne rouge a été franchie. Pour d'autres, elle s'approche rapidement. Nous qui avons servi et continuons de servir avec dévouement, annonçons que si le gouvernement ne change pas de cap immédiatement, nous ne servirons plus. Je m'appelle Max Crash, j'ai 28 ans, je vis à Jérusalem et j'ai été infirmier militaire. Dans notre lettre, nous avons affirmé qu'en tant que personnes qui risquent leur vie pour protéger ce pays, pour défendre les valeurs qu'il incarne, eh bien nous estimons que le gouvernement a trahi ces valeurs, que dans la gestion de cette guerre, il les a abandonnées. On a infligé beaucoup de dégâts au Hamas, beaucoup de souffrances aux Gazaouis. Mais on a aussi gravement endommagé la société israélienne. Ce n'est pas un conflit entre Israël et la Palestine. C'est un conflit entre ceux qui veulent la paix et sont prêts à œuvrer pour l'obtenir, et ceux qui n'en veulent pas. Et malheureusement, ceux qui ne veulent pas œuvrer pour la paix sont au pouvoir des deux côtés. Netanyahu's coalition contains far-right parties, including one whose leader was once convicted of anti-Arab racism. The announcement comes after weeks of difficult negotiations. Benjamin Netanyahou est aux mains des factions les plus à droite de la société israélienne. Et si cette guerre dure aussi longtemps, c'est principalement à cause de cette situation politique. Netanyahou veut que cette guerre ne s'arrête jamais. C'est comme ça qu'il maintient sa coalition avec l'extrême droite, parce qu'elle veut une guerre éternelle pour créer des conditions propices au retour des colons dans la bande de Gaza. C'est contraire aux intérêts d'Israël. C'est contraire aux intérêts du peuple juif. Israël doit se demander comment continuer à avancer. La droite dit qu'il faut compter sur Tsahal, parce qu'il est impossible de faire confiance aux Arabes. Au centre et à gauche, les réponses sont différentes, mais tout le monde s'appuie sur Tsahal.
Israël s'est donc persuadé que sa sécurité reposait exclusivement sur la puissance de Tsahal. Mais la réalité, c'est qu'il est impossible d'assurer la sécurité de notre pays uniquement en s'appuyant sur la force militaire.